11 août 1944, déportation de 600 juifs et résistants dans le dernier train parti de Lyon à destination des camps de la mort. L'audience est ouverte. Je demande au service d'ordre d'introduire l'accusé, s'il vous plaît. Le 11 mai 1987 s'ouvre devant la cour d'assises du Rhône le procès de Klaus Barbie, accusé de crimes contre l'humanité. 37 jours d'audience pour établir sa culpabilité. Alors, accusé, quels sont vos noms et prénoms? Altmann Klaus. Vous êtes né à quelle date, s'il vous plaît? 25 octobre 1913. 25 octobre 1913. À quel endroit? Bad Godesberg. À Bad Godesberg. Près de Bonn. Quelle est votre profession? Commerce. Kaufmann. Commerçant. Commerçant. Et quel est votre domicile au moment de votre arrestation? La Passe. La Passe. Vous nous dites, vous vous appelez Altmann. Votre père s'appelait Barbie. Depuis quand utilisez-vous le patronyme de Altmann? Je suis nationalisé depuis le 3 octobre 1957 en Bolivie. 1957 en Bolivie sous les deux noms, Klaus Altmann et Klaus Barbie. Mémoire, histoire et justice, le procès Barbie. Robert Badinter. Alors, le 9 février 1943, mon père a été arrêté, rue Sainte-Catherine. Il a été arrêté là, et c'est là où s'est jouée la suite. Et là-dessus, sur ce qui s'est passé cette nuit-là, je préfère ne pas parler. Alors mon père, lui, a été donc envoyé à Drancy. Puis de Drancy, il a été envoyé au camp de Beaune-la-Rolande pour une dizaine de jours. Et puis il a été déporté par le convoi du 25 mars 1943. Et le train avait été envoyé directement au Sobibor, qui est situé après Lublin, dans la profondeur de la forêt polonaise. Et c'était un camp d'extermination, et il a été liquidé, gazé le jour même, c'est-à-dire le 27 mars. Le 27 mars 1943. Aujourd'hui, on a tendance à croire que on savait au sein de la communauté juive ce qu'étaient les camps de concentration, les camps d'extermination. En ce qui me concerne, je peux dire que c'est parfaitement inexact. Ce que l'on pensait, et là on en était évidemment convaincu, c'est que, assurément, ce devait être terrible. On pensait à des camps de travaux forcés, sorte de bagne. Mais personne ne savait ni n'imaginait la réalité. Il n'y avait pas de lettres, pas de courrier, jamais. On considérait que c'était parce que les Allemands, dans leur sauvagerie, avaient interdit toute correspondance. Mais l'idée même de l'extermination était impossible à concevoir. Alors, chacun se disait, ils doivent souffrir énormément. Chacun espérait que les siens rentreraient, parce qu'on savait que, inévitablement, nombreux sont ceux qui ne rentreraient pas. Mort d'épreuves, bombardements. On ne savait pas comment se finirait la guerre, quel serait le moment ultime. Et où étaient d'ailleurs ces camps? C'est vrai que c'était en Pologne, mais où? Donc c'était une immense
incertitude et angoisse. Mais pas la conscience, en réalité, qu'ils étaient morts. Non. Je pense que ma mère, qui n'en parlait jamais, très 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 rarement devait-elle connaître des heures affreuses, des nuits terribles. Mais elle faisait face, avec un visage toujours ferme, fermé aussi, mais ferme. Et mon frère et moi, nous en parlions entre nous, mais c'était ça. L'idée d'une souffrance continue, je vous dis, d'une sorte de bagne. Voilà, j'avais l'impression qu'on avait jeté mon père et d'autres membres de ma famille au bagne. Est-ce qu'on revient du bagne, était la question. Vendredi 19 juin 1987, 27e audience. Maître Zaoui, nous vous écoutons. Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, Mesdames, Messieurs les jurés, apparemment, dans cette affaire, ce procès n'a rien de commun avec un procès d'assises ordinaire. Les faits remontent à 44 ans. Généralement, une cour d'assises est saisie de faits remontant à 2-3 ans. Il s'agit d'un crime contre l'humanité, la première fois, comme on vous l'a expliqué. Habituellement, ce sont des crimes de droit commun. Les faits qui se sont déroulés pendant 18 mois. Généralement, une cour d'assises est saisie de faits qui se sont déroulés en un instant ou en plusieurs instants. Généralement, dans un procès de droit commun, on s'intéresse beaucoup au curriculum vitae de l'accusé. Ici, ce curriculum vitae est tout à fait négligeable, car ce qui est important, c'est l'idéologie qui sous-tend l'action de cet accusé. Et pourtant, malgré toutes ces différences entre ce procès d'aujourd'hui et les procès qui viennent devant une cour d'assises, l'on doit d'abord, je crois, souligner le très bon fonctionnement de nos règles de droit. Elles ont su s'adapter, même si elles ont été confrontées à des situations inhabituelles. L'accusé qui devient accusateur, nous le verrons. L'accusé qui refuse le débat contradictoire. L'accusé qui, en fait, prend la place publique, sort de cette enceinte par son conseil pour porter les débats et pour se porter un certain nombre de questions. Malgré cela, le procès ira à son terme, et le procès ira d'autant plus à son terme que votre Cour a parfaitement saisi que ce sont des faits, avant tout, qu'il faut juger. Des faits, rien que des faits, qui ont été commis par un accusé. Mais on a voulu porter ces faits et confondre ces faits avec des notions de justice et d'histoire. Et permettez-moi de rappeler qu'une cour d'assises, que des juges, ne sont pas juges de l'histoire. L'histoire se fait avec vous, l'histoire retiendra votre jugement, mais ce n'est pas vous qui réécrirez l'histoire comme on cherche à le faire au travers d'un certain nombre de déclarations et de prises de position. Et la particularité de ce procès, c'est justement de juger un instant spécifique, redoutable, terrible, et qu'il ne faut pas perdre de vue malgré la cacophonie, le brouillage des idées auxquelles nous tous, vous, avez été soumis. Il faut faire un effort intense pour que cet événement ne s'annule pas avec d'autres événements. Et je crois que dans un procès de ce type, il faut rappeler un certain nombre de définitions. Il faut en revenir au sens des mots et des choses qui ont été totalement défaits, tordus, durant ces dernières années. On a évoqué les crimes, les massacres, génocide, Algérie, Arménie, résistance, trahison.
on ne sait plus très bien où on en est, et c'est là où je crois qu'il faut reprendre un certain nombre de définitions, et notamment une, qu'est-ce que ça veut dire juger un homme? Quelle est la finalité de cette tâche qui vous est confiée? Juger un homme a un double objectif. D'abord, ce que l'on appelle la prévention spéciale, c'est-à-dire juger un homme qui a commis un acte, des actes, et il est sanctionné par notre société pour être passé à l'acte. Mais en même temps, le jugement que n'importe quel tribunal, que toute cour d'assises rend, eh bien, a une autre finalité, un autre objectif, ce que l'on appelle la prévention générale, ce que l'on appelle l'exemplarité. Et je crois que cela, il ne faut pas l'oublier devant les faits qui sont reprochés à l'accusé, pour lesquels vous allez le juger, et en particulier les événements du 9 février 1943, dans le cadre desquels j'interviens pour la Fédération des sociétés juives de France, dont je viendrai à parler dans quelques instants. Il y a une autre difficulté que l'on rencontre dans ce dossier, je dirais que c'est l'absence de l'épaisseur du temps. L'épaisseur du temps, on ne peut pas la retrouver malgré une centaine de témoins, malgré 6 semaines d'audience, mais je ne crois pas que pour beaucoup d'entre nous qui n'avons pas vécu cette époque, nous puissions complètement nous souvenir ou même essayer de reconstituer ce qu'était le quotidien des années 40-43, le quotidien des Juifs, le quotidien qui amenait à une mort lente, le quotidien de ces personnes qui se sont rendues à la Fédération des sociétés juives de France, rue Sainte-Catherine, dans les locaux de l'UGIF. Et donc, pour essayer d'englober cette situation et ne pas simplement prendre les faits dans leur nudité, il faut évoquer et rappeler ce qu'était la situation des Juifs en France, car on ne comprend pas sinon pourquoi 86 personnes, un jour de février 43, sont venues. Et bien sûr, la situation des Juifs en France, elle découle du double objectif de la politique nazie que l'on vous a décrit maintes et maintes fois, mais qu'il faut avoir en permanence présente à l'esprit, qui est d'abord l'ordre des peuples germaniques avec l'Allemagne au milieu. Cet ordre repose sur une politique raciale, la race aryenne qui domine les autres. Et pour permettre d'aboutir cette politique, eh bien, il faut exterminer l'autre, et la survie de l'humanité va passer par l'anéantissement des Juifs. C'est une notion qui a été rappelée, qui a été dite, qui a été évoquée par tous les témoins, mais je crois qu'il est fondamental qu'elle reste présente à l'esprit de tous pour comprendre les motivations, les actes de Klaus Barbie. Et nous sommes dans un procès d'assises, je parlais des règles de droit, il y a donc des faits que l'on doit examiner pour démontrer la culpabilité d'un accusé. Ce 9 février 1943, la Gestapo va tendre une souricière, un guet-apens. 86 personnes vont être arrêtées, 60 hommes, 24 femmes. 13 de ces personnes ont entre 13 et 30 ans. 22 personnes entre 50 et 72 ans. Et les quelques témoins survivants ou qui ont pu échapper vous ont tous dit, lorsqu'ils montaient les marches de la rue Sainte-Catherine, du 12 rue Sainte-Catherine, les 2 étages, et qu'ils frappaient à la porte pour rentrer, la porte s'ouvrait brutalement. Ils étaient happés à l'intérieur et la phrase était toujours la même, vous êtes arrêtés, police allemande. C'était une souricière, c'était un guet-apens. Alors la responsabilité personnelle de Klaus Barbie, je crois, s'articule autour d'un certain nombre de faits précis. Et le premier, c'est la présence de la Gestapo. La Gestapo était-elle oui ou non présente? Je crois que c'est un point qui ne se discute pas. Madame Katz vous l'a dit, elle avait 16 ans et demi à l'époque, elle n'a vu que des civils allemands. Madame Jacob vous l'a dit également à cette barre, elle a vu 3 civils en gabardine. Victor Schulklapper vous l'a répété, il a vu lui une dizaine de civils. Madame Grincement vous a dit, vous êtes arrêtés, c'est la police allemande.
Donc sur la présence de la Gestapo, je crois qu'il n'y a aucune difficulté. De la même manière, Klaus Barbie et la Gestapo, ses relations. Klaus Barbie est le chef de la Gestapo à Lyon. C'est une chose qui est certaine, et je dirais certaine au travers des documents figurant au dossier. Et je dirais presque que si certains points sont indiscutables, c'est notamment celui-là. D'abord, les déclarations de Barbie lui-même, qui vous dit « J'étais chef de la section 4, j'avais autorité sur la sous-section des affaires juives. » Il l'affirme, il le déclare. Et il faut surtout se souvenir qu'en février 1943, le commandeur Knab n'est pas encore à Lyon. Il arrivera fin juin, au mois de juin. Il est d'ailleurs à Kiev à cette époque. Donc non seulement vous avez les déclarations de Klaus Barbie, mais vous avez les déclarations d'autres Allemands qui ont travaillé à Lyon. Vous avez le témoignage important de William Stengrit, qui est à Lyon exactement pendant la période durant laquelle se trouve Klaus Barbie et pour les faits pour lesquels il est poursuivi, février 43, août 44, il est à la section 6. Et que dit Stengrit? Il dit, à ma connaissance, Klaus Barbie était le chef de la section 4, qui était chargé, par exemple, de la lutte contre le terrorisme des Juifs, ainsi que du mouvement de la résistance. Donc, un collègue, si je puis dire, de Klaus Barbie vient vous dire, mais oui, Klaus Barbie s'occupait des problèmes juifs. Vous avez le témoignage que je ne reprendrai pas de Knochen, qui définit ce qu'est la section 4. Vous avez le témoignage de Gueule Tordue, Francis André, qui vient vous dire, qui vient vous parler de Klaus Barbie. Et je ne reprendrai pas son témoignage qui a été déjà à maintes reprises commenté. Puis vous avez, si cela n'était pas suffisant, les témoignages des personnes qui sont venues ici. Jacques Delarue, par exemple, qui vient vous dire, le chef de la section 4, chef de service, dans toute l'organisation allemande, eh bien, les chefs de service étaient les principaux responsables, les commandeurs, comme Knab, eh bien, étaient des personnes qui, en fait, s'occupaient de l'administration générale du service. Donc, retenons, la Gestapo est rue Sainte-Catherine, Klaus Barbie est chef de la Gestapo. Mais je crois que dans ce dossier, il y a un interrogatoire de Barbie qui, jusqu'à présent, n'a pas été évoqué et qui, à mon sens, constitue l'aveu de Klaus Barbie. L'aveu de ses responsabilités, l'aveu des actes qu'il a commis. À la cote DP1 464, Klaus Barbie déclare ceci. Effectivement, je ne me suis pas intéressé à l'activité de la section anti-juive. Mais, quand quelque chose avait été fait, cela était fait. Les exactions, retenez bien le terme, les exactions, je ne pouvais plus les remettre en cause. Les arrestations effectuées, il fallait bien les maintenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si nous venions, ou de l'autre côté de la barre, on essayait de venir vous expliquer que Klaus Barbie n'était pas présent sur les lieux, que sa responsabilité peut être discutée. Mais lorsque Klaus Barbie lui-même vient vous dire « les exactions, je ne pouvais plus les remettre en cause, les arrestations effectuées, il fallait bien les maintenir », qu'est-ce que c'est si ce n'est l'aveu de tous les actes, de la reconnaissance de tous ces actes et la manière pour lui de les assumer pleinement. C'est le chef qui vient vous dire « j'assume tout ce qui a été réalisé ». Et je dirais presque que sa présence, rue Sainte-Catherine, n'a plus grande importance. N'a plus grande importance. Un seul témoin a évoqué sa présence physique, Michel Thomas. Mon confrère Zelmati vous parlera lundi. Et je dirais presque que cette présence, encore une fois, n'est plus l'élément fondamental à partir du moment où Klaus Barbie vous dit les arrestations, eh bien, il fallait bien les maintenir, les exactions, il fallait bien les assumer. Et toujours dans le cadre de cette responsabilité de Klaus Barbie, il y a les documents qui relatent la RAF du 9 février 43. 3 documents, 2 rapports, un telex. Les 2 rapports datent des 11 et 15 février
Ces deux rapports sont signés manuscrits par Klaus Barbie et un telex du 11 février 1943. Le premier rapport nous dit « Notre service ici avait appris qu'il existait à Lyon un comité juif qui vient en aide aux émigrés et aide les juifs souhaitant quitter la France pour se réfugier en Suisse à préparer leur passage illégal de la frontière. » Voilà ce que dit ce rapport et explicite les conditions dans lesquelles s'est fait cette arrestation. Alors discutons de ces rapports, puisque Klaus Barbie tente soit de dire qu'il n'était pas chef de la Gestapo, soit de dire qu'il n'était pas là, on a vu qu'il n'en est rien, soit de dire que ces documents, d'abord, n'étaient pas authentiques. Il a commencé à dire, mais ce sont des documents qui émanent du Centre de documentation juive contemporaine. Je ne connais pas ces documents. Alors reprenons le dossier. On nous a dit à maintes reprises, restons sur le dossier. Wellnitz, qui dirigeait le central de Telex, nous dit « Je n'ai aucun doute sur l'authenticité des télégrammes et comptes rendus signés par Barbie. » Knochen vous dit « Je n'ai aucune raison de mettre en doute l'authenticité des documents qui me sont présentés. Je crois pouvoir dire qu'après 1945 et les années suivantes, ces documents m'ont été présentés plusieurs fois. Je n'ai jamais douté de leur authenticité. Sur le document du 11 février 1943, c'est-à-dire ce rapport que j'évoquais tout à l'heure, se trouve ma propre signature. Donc l'authenticité des documents, elle est prouvée par les déclarations de collègues, de supérieurs de Barbie, et je dirais que les déclarations des procureurs que nous avons entendues, Holfort et Streim, vient surajouter à ces éléments du dossier, mais qui à eux seuls démontrent que ces documents sont parfaitement authentiques. Alors après avoir discuté l'authenticité de ces rapports, on est venu vous dire « mais il y a un problème de rédaction. Lisez ces rapports, lisez ces telex, eh bien vous verrez que la façon dont ils sont rédigés ne peut pas permettre d'apporter la preuve que je suis l'auteur de ces telex ou de ces rapports. » Reprenons le dossier. L'armée allemande, la Gestapo, et on le sait, était extrêmement disciplinée, hiérarchisée. Les instructions étaient faites pour tout acte qui pouvait être fait par l'un ou l'autre de ses subordonnés. Et à la cote DP1 481, il y a une instruction de l'Office central de la sécurité du Reich à propos de la rédaction des rapports. Et l'on vous dit dans cette instruction, qui est adressée à toutes les sections de services de sécurité, c'est-à-dire notamment à l'Einsatzkommando de Lyon, le Reichsführer SS a fait savoir que déjà par la façon dont les lettres sont rédigées, la responsabilité personnelle de l'employé signataire doit être établie clairement par une signature autographe et qu'il faut renoncer à tout anonymat dans le fonctionnement administratif. En règle générale, les rapports à l'Office central de la sécurité doivent être signés comme par le passé, par les chefs de service. Dans chaque rapport que le chef de service n'a pas rédigé lui-même, le chef de section auteur du rapport, ou si un fonctionnaire de grade inférieur l'a rédigé, ce dernier et son chef de section doivent être nommés à la tête de la copie honnête. Or, votre cour a pu examiner les rapports. Aucune mention n'est portée en tête de ces rapports qui pourrait laisser supposer qu'un chef de section, qu'un gradé inférieur ait été à l'origine de la rédaction de ce rapport. Donc on vient nous contester la rédaction des rapports. Je sors les instructions du RSHA qui vient vous dire voilà comment doivent être rédigés les rapports. Vous prenez les rapports du 11 février, du 15 février et vous verrez qu'il n'y a aucune des mentions qui pourrait laisser supposer que Klaus Barbie ne les a pas rédigés. Et peut-être même par comparaison, au dossier figurent des rapports du 6 août, du 28 décembre 1943, où certaines initiales figurent en haut de ces rapports, WE pour Wenzel, BA pour Barthelmus, qui effectivement ont participé à ces opérations. Vous reprenez les rapports des 11 et 15 février, aucune mention, une seule signature manuscrite, Klaus Barbie. Reste le telex. Et là encore, en fouillant le dossier, on trouve des instructions. Et les instructions datant déjà d'avril 1938 disent « Pour faciliter le déroulement des opérations, on décrète qu'à l'avenir devront figurer au bas du texte le nom du service,
la référence du dossier concerné et le nom de la personne compétente et responsable. Donc, que ce soit pour les rapports, que ce soit pour les telex, l'administration allemande, l'administration de la Gestapo indique les conditions dans lesquelles ils doivent être rédigés. Les rapports, les telex des 11 et 15 février sont parfaitement conformes à ces instructions, parfaitement conformes aux déclarations d'autres témoins et qui démontrent la responsabilité de Klaus Barbie. Et encore dans le dossier, le telexiste de Lyon dont Maître Liebman vous a parlé, que dit-il à propos de ces rapports? Le style des telex m'est familier. La signature de Barbie est telle que je l'ai gardée en mémoire. Je sais que le signataire était en même temps le responsable des opérations. Donc je crois que, sans même examiner les différents témoignages oraux, dont on peut discuter 45 ans après de la fiabilité, on va jouer là-dessus plus tard, mais au dossier, les instructions existent, les documents existent, ne peuvent pas être contestés. Et surtout, dans ces 3 documents, les 2 rapports, le telex, ne figure aucune référence. Et ces références, qu'est-ce qu'elles signifient? Il est dit que lorsqu'une référence figure dans un rapport ou un telex, cela veut dire qu'il y a eu un ordre. Il n'y a pas eu d'ordre, il n'y a pas de référence, et cela est si vrai que le telex envoyé par Barbie dit « L'action contre le comité précité ayant été exécutée d'ici ». Donc, à tout niveau, de quelque façon que l'on prenne ces rapports, ces telex, que l'on les compare aux instructions du RSHA pour les rapports, pour les telex, eh bien, l'on voit que ce sont des initiatives locales prises par Klaus Barbie et que cela ne peut pas être discuté un seul instant. Et l'autre rapport disait « Notre service ici avait appris qu'il existait à Lyon un comité juif, qu'on ne vienne pas nous dire dans des déclarations diverses qui ont été faites que ce genre d'actions commises rue Sainte-Catherine, eh bien, elles étaient effectuées en fonction d'ordres qui émanaient de Paris ou de Berlin. La rédaction même de ces rapports de ces telex montre bien qu'il s'agissait d'une initiative locale de Klaus Barbie. Mardi 23 juin 1987, 29e audience. Maître Henri Noguer. Barbie n'encourt pas la peine de mort et il a droit. Les audiences qui se sont déroulées ici depuis 6 semaines l'ont, je crois, amplement démontré. Il a droit à un procès équitable. Il a droit au respect des droits de la défense. Il a droit au respect du contradictoire. Et tout cela, cela fait partie également des combats menés par la Ligue des droits de l'homme qui veille à ce que, dans ce pays, on reste un état de droit. Cet état de droit profite à l'accusé. Et vous avez pu voir que Klaus Barbie, même absent de cette enceinte, ne se prive pas d'user des droits qui lui sont reconnus. Ainsi, la Ligue des droits de l'homme est une partie civile un peu différente des autres, mais c'est aussi une partie civile à part entière, et elle a entendu le démontrer. Elle l'a fait lorsqu'elle s'est engagée en août 1985 dans une bataille de procédure qui avait pour objet de donner à ce procès sa véritable dimension. Vous vous souvenez des conditions dans lesquelles le juge d'instruction avait limité le champ de la poursuite et avait considéré que seuls pouvaient être pris comme victimes de crimes contre l'humanité ceux qui avaient été persécutés, déportés, assassinés en raison de leur appartenance à la religion ou à la famille d'origine juive, à ce que les hitlériens appelaient la race juive, mais vous savez, après avoir entendu le professeur Albert Jacquard, ce qu'il faut penser de cette notion de race. Nous avons demandé à la chambre d'accusation d'aller plus loin. Et nous lui avons demandé d'admettre que des résistants
des patriotes qui eux aussi avaient été victimes des activités criminelles de Klaus Barbie aient la possibilité d'être reconnus victimes de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Vous savez que la Cour de Lyon, la chambre d'accusation, a refusé de nous suivre. Vous savez aussi, et c'est ce qui a donné son sens à ces débats, que la chambre criminelle de la Cour de cassation nous a suivis et a fait droit à notre demande. Nous avons mené ce combat qui était un combat difficile, en sachant que c'était un combat qui impliquait des risques. Et nous avons délibérément accepté de courir ces risques. Ça n'était pas la première fois. Le premier risque, c'était l'isolement. Il ne faut pas oublier que lorsque nous sommes venus devant la chambre d'accusation de Lyon, sur 29 associations parties civiles, il n'y en avait que 10 qui ont suivi avec nous et ont interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction. Je crois qu'aujourd'hui, la proportion ne serait plus la même. Le deuxième risque, c'était de passer pour avoir voulu l'ajournement de ce procès. Et certains même disaient l'ajournement sine die. Là encore, je ne crois pas que cette suspicion que nous avons tenue pour injurieuse soit valable. Le troisième risque était de loin le plus grave. On a pu croire, ou on a pu laisser croire, parce que nous souhaitions que les victimes juives ne soient pas seules présentes à ce procès, que nous voulions occulter, que nous voulions minimiser, on a même dit banaliser les crimes dont les Juifs ont été les victimes de la part des nazis. Il me semble, je l'ai évoqué tout à l'heure, qu'après le témoignage du président de la Ligue des droits de l'homme, plus aucune hésitation ne peut subsister à ce sujet. Mais je veux être très clair, il n'y a pour nous aucune mesure entre le génocide qui a été programmé conformément à Mein Kampf, aucune mesure entre la solution finale, entre l'Holocauste, le massacre des innocents et les autres crimes, tous les autres crimes commis par le national-socialisme, par les SS, par la Gestapo, commis par Klaus Barbie, entre la déportation des enfants d'Isieux et tous les autres crimes. C'est pourquoi, à ce point de ma plaidoirie, je veux, au nom de la partie civile que je représente, rendre un hommage particulier et mérité, non pas seulement à mon confrère et ami Serge Klarsfeld, mais à Beat et Serge Klarsfeld que l'on ne peut dissocier, car sans eux, ce procès n'aurait pas eu lieu. Sans eux, cette œuvre de justice ne se serait pas accomplie, mais je veux espérer aussi qu'aujourd'hui, et après 6 semaines de ce procès, ils seraient les premiers à admettre que cette œuvre de justice aurait été incomplète si toutes les victimes de Barbie n'avaient pas pu être présentes à ce procès. Les motivations qui nous avaient conduits à souhaiter que ce procès dépasse les limites qui lui avaient été fixées étaient des motivations simples. La première, de réaction immédiate, avait été en quelque sorte purement factuelle. Nous avions été choqués, le mot n'est pas trop fort, de voir que parmi ceux qui étaient montés le 11 août 1944 dans le dernier train de la mort, une discrimination allait être opérée, était en quelque sorte déjà opérée, entre ceux qui étaient juifs et ceux qui ne l'étaient pas. C'est une discrimination contre laquelle nous nous battions en 1944 et que nous ne pouvions admettre en 1985. Encore fallait-il, si cette réaction était de bon sens, qu'elle soit confortée par le droit. Fort heureusement, le droit est plus souvent au service du bon sens que certains ne l'imaginent. Et dans notre état de droit, qui, rappelons-le, protège l'accusé beaucoup plus qu'il ne défend et ne sert les victimes, Klaus Barbie, qui par 2 fois a été condamné à mort par contumace, pour des faits prescrits, et ces condamnations étant prescrites, aurait pu, s'il n'y avait eu la notion d'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, revenir dans les rues de Lyon et narguer ses victimes. Rien ni personne n'aurait pu trouver à y redire. Mais il y a les crimes contre l'humanité. Et l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, et cette imprescriptibilité qui découle de la loi du 26 décembre 1964, se réfère à la résolution de Nuremberg, et je me garderai bien
de répéter ici les termes de cette résolution qui y ont été cités à plusieurs reprises, mais j'en retiendrai 4 mots qui pour moi sont les mots clés. Après avoir prévu que les persécutions qui constituaient des crimes contre l'humanité pouvaient avoir été commis, il est dit pour des motifs politiques et pas seulement pour des motifs raciaux et religieux. Ces 4 mots justifient la décision qui a été prise par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Ce sont eux qui ont tracé le cadre de ce procès et ce sont ceux qui expliquent la présence au banc des partis civils des résistants et des organisations d'anciens résistants. C'est en application de ce principe d'ailleurs que le tribunal de Nuremberg avait dressé son acte d'accusation et avait rendu son jugement. Dans son acte d'accusation, il est question de ceux qui étaient ou que l'on croyait susceptibles de devenir hostiles au gouvernement nazi. Et les procureurs de Nuremberg, qui avaient d'abord visé ce qui s'était passé en Allemagne, ont pris le soin de préciser ces actes et cette politique se prolongèrent et s'étendirent aux territoires occupés jusqu'au 8 mai 1945. Quant au jugement rendu le 30 septembre 1946, après 294 jours de débat, vous voyez, mesdames et messieurs les jurés, que ces audiences auxquelles vous avez assisté ont été peu de choses en temps consacré par rapport au procès de Nuremberg. 294 jours de débat, plus de 9 mois de débat, l'audition de 217 témoins, le dépouillement de 195 165 dépositions écrites et de milliers de documents, ce jugement évoque, comme la Cour d'assises du Rhône a été amenée à le faire, la directive Nacht-und-Nebel, les méthodes d'interrogatoire de la Gestapo et du SD, les représailles contre les familles, la liquidation physique des Juifs dans les camps d'extermination et aussi, et ceci est important, le sort réservé aux non-juifs dans des camps où, comme le dit le jugement de Nuremberg, les mots travail et mort étaient synonymes. Vous avez pu vous en rendre compte en entendant défiler à cette barre un certain nombre de témoins. Quant à la distinction que certains ont voulu voir totale entre crimes de guerre et crimes contre l'humanité, voici la réponse des juges de Nuremberg. Depuis le déclenchement des hostilités, on a vu se commettre sur une vaste échelle des actes présentant le double caractère de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. On peut regretter cette situation. On peut, comme l'a fait ici même M. Frossard, regretter que le génocide n'ait pas été seul retenu comme constitutif de crimes contre l'humanité. Mais on ne peut adresser à la Cour de cassation ce reproche. Et d'autres peuvent avoir une position exactement contraire. C'est ainsi que, pour ma part, je n'ai aucune raison de le cacher et je le dis en mon nom personnel, je partage le point de vue de M. Laurent Schwartz et je regrette que la France n'ait pas, comme d'autres, déclaré imprescriptibles non seulement les crimes contre l'humanité, mais aussi les crimes de guerre. Mais nous sommes ici pour appliquer le droit. Et cette extension du champ de la poursuite, elle est donc maintenant bien définie, bien délimitée, et dans la mesure où personne n'a relevé appel de la décision de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, elle est conforme aux conditions dans lesquelles se déroule ce procès. C'est cette extension du champ de la poursuite et c'est cette entrée dans l'enceinte des résistants qui a conduit un certain nombre de bons esprits à poser la question: fallait-il vraiment faire ce procès? C'est une question importante, car ceux qui la posent laissent clairement entendre qu'ils y répondent ou qu'ils sont tentés d'y répondre par la négative. Je pense que c'est à cela que songeait le bâtonnier de mon ordre, M. Mario Stasi, lorsqu'il écrivait, au lendemain même de l'ouverture de ces débats, comment à y bien penser, ne pas considérer que cette interrogation est insultante pour notre justice, pour la justice des hommes et pour la vérité. C'était écrit il y a 6 semaines et il me semble que depuis ces mots ont pris tout leur sens. Pourquoi ont-ils pris tout leur sens? On le doit à la sincérité, à la sérénité aussi, à l'extraordinaire combinaison de pudeur et de franchise dont ont fait preuve à la barre les témoins, ceux et celles qui ont survécu aux plus effroyables des épreuves.
comme s'ils n'avaient miraculeusement échappé à cet enfer que pour pouvoir venir témoigner et apporter un de ces témoignages que l'on peut croire parce que ceux qui l'apportent ont couru le risque de se faire égorger. Je n'en citerai aucun car il faudrait les citer tous, et cependant, je vous demanderai de ne pas oublier la signification particulière d'un certain nombre de ces témoignages, ceux qui ont été apportés à cette barre par une catégorie de témoins, je veux dire les femmes. Vous ne pouvez pas les avoir oubliés. Êtes-vous en mesure aujourd'hui de dire « celle-ci était juive et celle-là était résistante » ? Certainement pas. Mais par contre, vous pouvez vous souvenir que beaucoup d'entre elles étaient à la fois juives et résistantes. Et puis vous pouvez vous souvenir aussi de celle qui a dit « ce que je viens dire ici, je ne l'avais jamais dit même pas à mes enfants ». Et de l'autre qui a dit « je n'ai jamais autant parlé de ma déportation ». Et de cette troisième qui, comme pour s'excuser, est venue vous dire « vous savez, le camp dans lequel j'étais était un camp comme les autres, ce n'était pas un camp d'extermination », et qui ensuite, laissant la parole à sa mémoire, a évoqué celle qui était morte autour d'elle. Jeudi 25 juin 1987, 31e audience. Maître Laffion, vous avez la parole. Mesdames, Messieurs, il y a des moments où on n'a plus envie de plaider, où on a envie de vous dire, nous qui, avec Lombard et Castelli, vous découvrons totalement maintenant, nous étions si loin de vous. On a envie de vous dire, vous avez tout vu. Vous avez, pendant quelques semaines, avant le début des premières interventions des partis civils, tout entendu, tout ce que l'on pourra vous dire sera superflu. On a envie de vous dire, non, c'est plus la peine, nous on s'arrête. Castelli, il y a un instant, m'a montré qu'il ne fallait peut-être pas s'arrêter et qu'il fallait, mesdames, messieurs, vous accompagner encore quelques pas dans ce marathon judiciaire émouvant ô combien, éprouvant aussi ô combien. Encore une semaine avant que vous preniez votre décision dans un procès extraordinaire pour un bourreau très ordinaire. J'ai, moi aussi, quelques réflexions dont je veux vous faire part parce que tous ceux qui ont vécu cette aventure judiciaire se sont déjà exprimés, vont s'exprimer, vont, vous, mesdames, messieurs, décider, et je crois que j'aurai sur le cœur de ne pas, moi aussi, mêler ma voix, même modeste, à votre réflexion. C'est un procès très curieux. C'est un procès qui fut presque un procès sans débat. Parce que Klaus Barbie, après une apparition souriante, s'en est allé. C'est un procès d'où la discussion, malgré les efforts extraordinaires de la Cour, fut pratiquement totalement exclue. On vous a exposé les charges dès le début et c'était nécessaire et c'était admirablement fait. Vous avez entendu des témoins
Les parties civiles sont intervenues, mais où sont les débats? Je sais que de ce côté de là-bas, l'agacement a vite fait la place à l'indignation. Je sais que pendant des jours, et vous avez pu le constater, certaines parties civiles se sont acharnées pour obtenir de la place vide de l'accusé et de la place occupée de l'avocat de l'accusé des précisions. Mais c'était quand même oublié, je vous le dis, parce que c'est une notion essentielle. Nous sommes dans un procès classique. C'était oublié le code de procédure pénale. Le code de procédure pénale qui prévoit que l'avocat de l'accusé intervient sur sa demande et avec l'autorisation du président pour interroger les témoins, comme peut le faire le ministère public. C'était oublié le code de procédure pénale qui prévoit que l'interrogatoire de l'accusé se fait sans l'intervention de l'avocat et ce n'est pas l'avocat qui peut répondre à la place de celui qu'il doit défendre. C'était aussi oublié que l'obligation essentielle de l'avocat n'est pas de remplacer celui qu'il défend, mais de l'assister, c'est-à-dire d'être à ses côtés, de l'écouter parler et éventuellement de poser ensuite, avec l'autorisation de la Cour, toutes les questions aux experts, mais qu'en tout cas, mesdames, messieurs, et il faut que vous le sachiez, pour que vous compreniez que cette querelle était une vaine querelle, l'avocat, en l'absence de Claude Barbie, qui a pris ses responsabilités, Claude Barbie n'avait pas la possibilité d'expliquer quelle pouvait être sa thèse, sa stratégie. Il ne pouvait qu'être l'accompagnateur de ce qu'il se passait et le témoin vigilant, s'il voulait l'être, de ce qui se passait dans la cour d'assises. Et je comprends, et ça nous a tous agacés, cette façon-là. Mais ça, c'est la responsabilité de Barbie, ça n'est pas la responsabilité, je le dis, pour que notre procès ne soit pas faussé, pour qu'on ne se trompe pas d'objectif. Ça n'est pas le procès de Jacques Vergès, c'est le procès de Claude Barbie. Et quand vous aurez à répondre à des questions, vous aurez à répondre à des questions, 400 questions, qui porteront sur l'activité de Claude Barbie et non pas l'activité de Jacques Vergès, et c'est quelque chose qui est essentiel. Alors je voudrais dire ceci, pour que les mythes disparaissent une bonne fois pour toutes. Je ne comprends pas que dans une cour d'assises, qui est un lieu de sérénité, on vienne nous parler comme si on était en temps de guerre, comme si on menait des combats, comme s'il y avait une stratégie, comme s'il y avait une défense de rupture, comme si on tirait au canon, alors que les uns et les autres, mesdames, messieurs, nous avons le même dossier. Nous travaillons sur les mêmes choses et nous sommes tenus par les mêmes éléments. Vergès fera son travail et je souhaite qu'il le fasse avec tout le talent que je lui connais. Mais ça n'est pas croque-mitaine, ça n'est pas un mythe. C'est un avocat qui a beaucoup de talent et je l'ai éprouvé à mon profit. Mais c'est aussi un avocat comme vous, mesdames, messieurs, qui a ses faiblesses aussi, qui un jour peut être bon, un autre jour peut être moins bon. Il n'y a pas à avoir peur, il y a, mesdames, messieurs, et c'est à vous que je parle, à voir ce qu'il y a dans un dossier. J'ai lu il y a quelques jours l'interview d'un de nos nouveaux confrères qu'il disait « Moi, je suis avocat à Alger, je ne vais pas sortir un lapin du chapeau ». C'est vrai, personne ne sort des lapins des chapeaux. Actuellement, personne dans notre métier n'est précipitateur. Il y a un dossier et c'est cela qui doit être examiné. La solitude de Jacques Vergès, et j'en ai terminé tel qu'il l'a exprimé. Vous avez compris, il n'est plus seul. La preuve, et ça n'est peut-être pas fini, nous a-t-il dit. Et je suis heureux à cette occasion d'avoir accueilli il y a quelques jours notre confrère Mbamba du barreau de Brazzaville. Je suis particulièrement heureux, étant donné les liens personnels que j'ai avec l'Algérie, d'accueillir aujourd'hui notre confrère Bouatia, dont je connais déjà la réputation, pas seulement de civiliste, mais de spécialiste des tribunaux militaires à Alger, dont je connais aussi la réputation de journaliste politique à Algérie Actualité, dont je sais que les articles ont une importance très importante, très vivace dans l'opinion algérienne. Mais est-ce que je peux exprimer un regret, mes chers confrères? Le barreau de Lyon est particulièrement heureux de vous accueillir. Il regrette de vous accueillir peut-être un peu tard. C'est dommage que dans ce procès historique, vous n'ayez pas pu vivre comme nous tous les débats, que vous n'ayez pas pu, par suite de vos obligations et de vos saisines directes,
être présent quand tous ces témoins sont venus déposer. Vous auriez pu vous rendre compte de ce qu'était la déshumanité. Vous auriez pu vous rendre compte que tout le poids de ce procès, et c'est à vous, mesdames, messieurs, que je le dis parce que je pense que c'est ce que vous pensez aussi, tout le poids de ce procès reposait essentiellement sur ceux qui sont venus témoigner et sur ceux qui ont vécu. Et puis, quittons, si vous le voulez bien, les marches du palais. Où est l'atmosphère de lynchage, Jacques Vergès? Bien sûr, c'est vrai. Monsieur Klaus Barbie, ai-je pu constater, n'a pas tellement de partisans dans cette salle. En tout cas, ils ne se sont pas beaucoup manifestés. Mais où est l'atmosphère de lynchage? Il y a, pour venir jusqu'à la cour d'assises, 9 marches. Il y a, au-delà de cette 9 marches, une sérénité totale qui a permis, grâce à la compréhension de la Cour, à chacun de s'exprimer totalement et même au-delà de ce qui pouvait être permis dans un procès normal. Ici, et je le dis, nous ne sommes plus avec les médias dont tout le monde a largement profité, pas seulement vous, Jacques Vergès, du côté des parties civiles aussi, du côté des victimes aussi, c'est vrai, soyons justes, mais nous ne sommes plus sur les marches du palais, nous sommes dans une enceinte de justice, et ceux qui sont les plus importants, ce sont ceux dont on ne parle jamais. Il s'agit de vous, mesdames, messieurs. C'est vous qui êtes importants. C'est vous qui allez décider, non pas du sort d'un procès historique, mais qui allez décider de la liberté ou de la condamnation d'un homme. Et cet homme, vous le savez, même s'il n'est pas là par sa seule volonté, il ne porte pas, sinon, c'est Klaus Barbie Altman, c'est en tout cas celui que vous connaissez, et vous allez, mesdames, messieurs, le juger, au nom du peuple français. Le peuple français qui a sa grandeur, c'est vrai, mais qui a eu aussi ses faiblesses. Vous allez le juger, non pas au nom de la gloire du peuple français, mais au nom de la justice. Alors, pas de vaine querelle. Nous avons le droit, les uns et les autres, de ne pas avoir parfaitement bonne conscience. Vous appartenez, on l'a souligné, sauf l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous, à une génération qui a eu la chance de ne pas connaître cette guerre. Mais est-ce qu'on n'a pas le droit de dire aussi que le cocorico n'est pas toujours de mise, que l'imagerie d'Épinal n'est peut-être pas ce qui correspond à la vérité totale, celle que vous attendez de la justice que vous allez rendre? Est-ce qu'on a le droit d'oublier nos collaborateurs? Est-ce qu'on a le droit d'oublier nos traîtres? Est-ce qu'on a le droit d'oublier nos policiers français qui livraient à la Gestapo, c'est vrai, des gens en sachant où ils allaient? Est-ce qu'on a le droit d'oublier notre fameuse gendarmerie nationale qui a quand même gardé le Veldiv, dans lequel se trouvaient 10 000 personnes juives qui allaient être expédiées vers les camps de déportation? Non, on n'a pas le droit, et ça n'est pas notre honneur, c'est vrai. Mais mesdames, messieurs, certains de ceux que je viens de citer ont été jugés, ils ont été condamnés, beaucoup peut-être ont échappé aux condamnations, mais est-ce une raison, mesdames, messieurs? Parce que des assassins courent encore, parce que des traîtres courent encore, parce que des gens compromis par la déshumanité courent encore, qu'on n'a pas aujourd'hui le droit de juger un homme qui est arrêté et qui est poursuivi pour un crime de déshumanité? Est-ce qu'on n'a pas le droit de juger quand 10 assassins courent dans la rue, dans un procès normal, un assassin qui est arrêté et qui doit comparaître devant la cour d'assises? Où est ce raisonnement? Et je dirais même, et j'en ai terminé sur ce plan si général, ces idées si générales, nous avons eu, mon cher confrère, j'ai vu votre date de naissance. Vous étiez certes bien jeune pendant la guerre d'Algérie et heureusement vos yeux d'enfant n'ont pas pu voir les horreurs qui s'y sont commises. Nous sommes là quelques-uns, pas seulement de ce côté, mais aussi quelques-uns à les avoir connus. Nous savons qu'il y a eu des tortures. Nous savons que l'armée française exemplaire en général a commis ce que l'on appelle des bavures inadmissibles. Nous savons tout cela, mais je sais aussi, et je vais vous le dire, que quand le gouvernement français a appris cela, et M. Edmond Michelet en tête, il a, et je le dis là devant des magistrats, il a délégué des magistrats pour aller sur place dans les unités, pour contrôler ce qui se passait. Et personnellement, je connais un certain nombre de magistrats de la région lyonnaise qui ont passé des mois et parfois plus d'1 an à crapahuter avec les troupes pour garantir les droits de l'homme. Et question que je pose, mais dites,
il y avait combien de magistrats dans la prison Montluc? Il y avait combien de magistrats en 1943, magistrats allemands dans les prisons de la Gestapo, de l'école de santé militaire? Et c'est vrai, vous avez raison de le dire. Nous avons eu aussi notre Vietnam, les Américains ont eu My Lai. Mais c'est vrai que tout ceci s'est passé, on l'a admirablement dit et je ne peux pas le répéter, dans un contexte de guerre sans que l'on veuille l'extermination des populations. Les Vietnamiens sont 40 millions, les Algériens, la preuve, vous en êtes une magnifique démonstration, est un peuple adulte qui maintenant reprend des contacts directs avec la France. Il n'y a jamais eu une volonté de génocide, crime de guerre, vous a-t-on dit ici, à certains moments, des hommes à l'esprit élevé, c'est vrai, mais jamais le crime contre l'humanité. Et puis, et j'en ai terminé sur ce plan, qu'a fait le gouvernement algérien? A-t-il engagé une procédure de crime contre l'humanité? A-t-il, ce gouvernement vietnamien actuel, engagé des procédures pour crimes contre l'humanité, contre les Américains, contre les Français avant? Rien de tout cela. Alors je dis, vous avez raison d'avoir peut-être dit à l'extérieur, peut-être le redirez-vous dans quelques jours et ce sera votre droit le plus strict. Il y a eu d'autres choses, il y aura même d'autres choses en Amérique du Sud, peut-être, si les bruits de couloir que je connais se révèlent exacts, mais tout cela, ça n'empêche pas que vous devez juger aujourd'hui. Klaus Barbie et le juger complètement. Le procès Barbie, une série de Dominique Missika, archive INA, extrait de l'émission mémorable Robert Badinter, mixage Marie-Dominique Boubeau et Anne Le Guéhenec, réalisation Pierrette Perronneau. Rendez-vous dès l'été, 3 nouveaux magazines sur France Culture. Pour les taux levés, quartier d'été, chaque matin à 7h. Tout ce qui compose et recompose le débat public, le vif échange de contre-expertise à l'heure du déjeuner. Enfin, en direct des festivals d'été, le soir venu, Lumière d'août. Rencontres, portraits, débats, quartier d'été, 7h, contre-expertise, 12h45, Lumière d'août, 18h20. Vos magazines, du 26 juillet au 29 août. Regardez cette grotte, Françoise. C'est une cathédrale du désert, ça. C'est majestueux. Nous allons devoir parler tout doucement. Nous entrons dans un temple. Est-ce que nous allons oser marcher sur ce sable, Françoise? On va le contourner. C'est pas possible. Quelquefois, c'est pas possible. Les courbes sont tellement pures que quelquefois, il faut quand même savoir faire quelques pas de plus pour ne pas les détruire. Oh là là, l'ocre rouge. Et les petites alvéoles là dans le grès, on dirait des nids d'oiseaux, des nids de rondelles. Des sensations fortes, des horizons inédits, France Culture revêt les couleurs de mondes à redécouvrir le temps d'un été. Rotation dans les terres australes, chaque jour à 10h05, le voyage aux Caraïbes à 16h30, et la nuit venue, du Sahara au Ouzbékistan, de la Colombie à la Serbie ou l'Afghanistan,
Jusqu'aux mondes amérindiens, à l'écoute des tout premiers peuples d'Amérique du Nord, carnet de voyage à 22h30. Et puis alors, les tons, c'est l'intérieur d'un ventre, c'est tout à fait extraordinaire. Ocre rouge, ocre jaune, des brillances, des profondeurs, tout en contraste. Une immense arche. Des mondes, à chaque fois singuliers, sur France Culture, du 26 juillet au 29 août.